Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez super bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission Entre deux, émission consacrée à 100% au basket féminin, diffusée tous les lundis à 19h sur notre chaîne Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook de WeBasket TV, sur le site internet www.webasket.tv. Je sais plus, je crois que j'ai dit 18h, c'est tous les lundis à 19h. Également diffusé sur la chaîne, sur la page Facebook de Pro-Am Media en partenariat avec Hervé Temvois. Sans plus attendre, je vous parle un petit peu du menu, les Bleuettes bronzées, l'Italie dorée, la WNBA et avec un peu plus en détail le Phoenix Mercury et le Chicago Sky. Sans plus attendre, c'est parti, on commence avec l'Eurobasket U20, le championnat d'Europe des moins de 20 ans, qui s'est disputé en République tchèque, et les Bleuettes, les petites bleues, ont récolté la médaille de bronze. Hop, c'est ici, hop, les Bleuettes bronzées, hop, sur le menu. Troisième médaille européenne de l'été pour les équipes de France féminines. Voilà, la France A qui avait gagné la médaille d'argent, rappelez-vous, face à l'Espagne, enfin, finale perdue face à l'Espagne. L'équipe de France U18 qui a décroché la médaille de bronze, on en a parlé également. Et là, enfin, l'équipe de France U20 qui décroche également la médaille de bronze. Allez, un petit détail sur l'équipe, c'est des joueuses quand même qu'on connaît, en tout cas pour les gens qui suivent la Ligue féminine de basket et aussi éventuellement la Ligue 2, puisqu'il y a beaucoup de joueuses qui ont joué dans l'équipe de l'INSEP, dans l'équipe du CFBB, le centre fédéral. Donc on a Tima Pouille, la meneuse de Tarbes, Emmanuel Tahan, qui est aux États-Unis, à Mizzou, c'est à l'université du Missouri, Daphne Niago, qui est également aux États-Unis, à Riverside. Donc c'est dans les universités, vous verrez, il y a quand même pas mal de joueuses qui sont en université américaine. Nabala Fofana, elle qui a joué une bonne vingtaine de minutes par match cette saison avec Nantes-Rezé. Hélène Yakovlevich, qui était sur le banc de l'ESBV à Lille Métropole cette saison, en fait, depuis 2 saisons. Awa Trazi, qui était en Floride, en université. Océane Montpierre, de La Roche-sur-Yon. Serena Manala, qu'on a vu notamment sur le banc du BLMA lors des finales de Ligue féminine de basket, lors des phases finales et notamment des finales. Colline Franchelin de l'Asvel, Camille Droguet de l'Asvel également, Carla Bremo de Wichita State et Naomi Mbandou de Gulf Coast State. J'y pense jamais, mais petite félicitation quand même, grosse félicitation à toute l'équipe et aussi au staff technique, emmené par Jérôme Fournier, les assistants Grégory Morata, John Delay, Virgile Abel et Virginie Niquez, et le staff médical Jean-Charles Delagarde, Anne Barraud et Thierry Faquez. Pourquoi j'insiste? Parce que j'ai rencontré Thierry Faquez avant la fin de saison, on a fait une énorme vidéo, une très longue interview avec Thierry, et c'est quelqu'un qui est kiné des équipes de France depuis très longtemps, l'équipe de France A, garçons, filles. Maintenant, chez les jeunes en U20, il a énormément de choses à raconter. C'est une grosse vidéo. J'essaie de vous la promettre pour le mois de septembre. Elle est assez compliquée à monter, parce qu'en fait, il y a beaucoup de contenu. Et ce sera un cadeau, c'est vraiment super intéressant. Ce sera un cadeau pour nous tous, en fait, de voir cette vidéo. Et c'est vrai qu'en fait, on oublie un petit peu toujours toute l'équipe qu'il peut y avoir autour des équipes de France. Et il y a du monde pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc, félicitations à tous, même si je pense que tout le monde dans l'équipe aurait souhaité avoir la médaille d'or, mais la médaille d'or, c'est pour l'Italie, et l'Italie a un petit peu déjoué, je ne sais pas si elles ont déjoué les pronostics, mais en tout cas, elles ont dérouté un petit peu tout le monde, puisque vous voyez sur la gauche, alors l'Italie dorée, c'est là, Italie dorée, hop, vous pouvez voir le résultat sur la gauche, j'espère que vous voyez bien, en tout cas, je vais vous le dire. En match de groupe, elles ont déjà perdu leur premier match 75-72 face aux Pays-Bas. Ensuite, deuxième match, elles le perdent également contre l'équipe de France. L'équipe de France, 52-34. Il y a un bel écart et pas plus de 34 points. D'ailleurs, tout au long de ce championnat, l'équipe de France, à part 2 matchs, je crois, n'a pas concédé plus de 35 ou 37 points. Donc, c'était une grosse défense. Vous verrez que plus tard, l'Italie a rencontré à nouveau l'équipe de France. Donc en fait, l'Italie termine 3e du groupe en battant à la faveur de sa victoire face à l'Allemagne, assez large quand même, très large victoire de 41 points, 74-33.
Donc là, c'est la première victoire de l'Italie en fait, le troisième match est la première victoire de l'Italie, et l'Italie ne s'arrêtera plus jamais. En huitième de finale, elle rencontre le deuxième du groupe, d'un autre groupe, je ne me rappelle plus du groupe de la République tchèque, mais l'Italie finissant troisième rencontre un deuxième de groupe. Ensuite, en quart de finale, elle rencontre l'Espagne qui avait fini première de son groupe, l'Espagne bien entendu, hein, grosse nation et favorite, et elle les bat 71-62. En demi-finale, elle retrouve la France qui était première de leur groupe, qui leur avait mis une tôle pendant les matchs de groupe, hein, 52-34, et elle les bat 56-43. Au prix d'un match qui était très serré jusqu'au troisième quart-temps, mais le quatrième quart-temps était complètement à l'avantage de l'Italie avec un 19-9, des vrais pannes d'adresse côté français. La France qui n'a marqué que 43 points, de toute façon c'est le seul match où c'est arrivé, où la France n'a pas n'a pas dépassé ses 43 points. Et en finale, au prix d'un match extrêmement serré qui s'est encore joué dans les derniers instants, on voit qu'il y a 3 points d'écart, mais en fait il y avait 1 point d'écart sur l'avant-dernière possession. Et ensuite il y a eu une série de fautes et des lancers francs. Et en finale, l'Italie a gagné. Donc, parcours assez incroyable. Finir troisième de son groupe en ayant 2 défaites sur 3 matchs. Et ensuite, gagner en confiance, j'imagine, gagner en efficacité et gagner le trophée tout simplement de la meilleure équipe des moins de 20 ans. Les meilleures équipes européennes, bien sûr. Et c'est le doublé. C'est le doublé pour l'Italie qui avait, rappelez-vous, gagné déjà l'Euro U18. Donc Euro U18, Euro U20 pour l'équipe d'Italie. Attention à l'Italie dans les années prochaines, dans les prochaines années. On sait qu'il y a déjà 2 bonnes équipes de Coupe d'Europe qu'on retrouve chez les A, chez les seniors, c'est le Familascio et le Reyer Venezia. Donc peut-être qu'on aura une ou 2 générations de très très bonnes joueuses qui vont arriver du côté de l'Italie. Attention, c'est une nation qui n'était plus trop sur le devant de la scène ces dernières années. Là, on voit qu'avec les compétitions de jeunes, ça commence à être sérieux. À savoir qu'il reste encore une compétition de jeunes pour la fin du mois. Je crois que c'est le 22. Ça commence le 22 avril et ça doit le 22 août et ça doit terminer le 30 août. Ce sera le championnat d'Europe U16. Donc là, c'est une catégorie encore en dessous. Donc U18 et U20, là, on voit quand même les joueuses qui commencent à arriver en professionnel, surtout les U20. Les U20, la plupart sont vraiment installés au niveau professionnel. En revanche, pour les U16, là, c'est encore beaucoup plus jeune, mais ce sera intéressant à suivre. On y jettera un coup d'œil, peut-être un petit peu moins en détail, mais comptez sur moi pour vous donner quelques infos là-dessus. Voilà pour l'Italie, bravo à l'Italie, en tout cas vraiment elles ont fait preuve de panache. Moi j'étais vraiment pas assez déçu de la défaite de l'équipe de France face à l'Italie. Je pense sincèrement que l'équipe de France était l'équipe la plus forte du tournoi. Quand on voit le potentiel de chaque joueuse, la capacité de la plupart d'entre elles à jouer à très haut niveau, elles ont un peu loupé leur match, mais surtout le quatrième quart-temps finalement, parce que contre l'Italie, l'Italie menait souvent de 6 ou 7 points durant le match, il n'y a rien de grave. L'équipe de France est repassée devant dans le troisième quart-temps, on pensait que ça allait le faire, et puis le dernier quart-temps a été complètement à l'avantage de l'Italie. Assez curieux, et puis en fait l'équipe de France a rencontré la Belgique pour la troisième place, je ne l'ai pas mis, mais bon, pour le match pour la troisième place. Bravo à la Belgique, j'ai oublié de le citer, bravo à la Belgique qui a fait un beau parcours avec une joueuse à surveiller qui s'appelle Billy Massé. C'est une intérieure qui fait 1m85-86, qui est très costaud dans la raquette, mais aussi qui a vraiment des beaux moves de basketteuse. Donc je pense que c'est une joueuse qu'on verra au niveau assez rapidement. C'est une joueuse de Sainte-Catherine au Havre, qui peut-être dispute l'Eurocup, mais je suis pas sûr. Je pense, j'ai un doute là-dessus. Bon, en tout cas, voilà pour cet Euro U20. Bravo à l'Italie, bravo à la France, félicitations à la France, même si je reste persuadé qu'il y a un petit arrière-goût, un petit peu comme l'an dernier d'ailleurs. L'équipe de France, qui me semble-t-il, avait terminé 4e du mondial. C'était une belle équipe de France également, équipe de France U20. Donc voilà, c'est ça les tournois. Parfois, c'est ça le sport. C'est pas forcément l'équipe la plus forte entre guillemets qui gagne. C'est aussi la vérité d'un match. Allez, on passe à la suite. Dites-moi, bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de la génération française, et qu'est-ce que vous pensez de l'Italie?
qu'est-ce que vous pensez de l'Italie, et éventuellement ce que vous pensez de la Belgique. Il y a une équipe dont on n'a pas parlé, c'est la Russie. C'est une équipe que j'ai un petit peu moins suivie quand même hein, lors de cet Euro, qui avait gagné tous ses matchs, sauf la finale. Donc la Russie était quand même très forte également. Elle est passée à un cheveu en demi-finale face à la Belgique. Le score c'était 51-50 me semble-t-il. Donc on avait voilà, trois grosses équipes qui se sont retrouvées là. L'Espagne qui s'est un peu fait surprendre mais prématurément par l'Italie, mais l'Italie a surpris tout le monde. Allez, c'est parti, on passe à la suite. On va passer à la WNBA. Je suis très bavard comme d'habitude. La WNBA. Alors tiens, je vous ai remis le classement de la semaine dernière. Vous voyez, en tête c'était le Sun du Connecticut, Las Vegas Ace, Washington Mystics, et puis quatrième, Los Angeles Sparks. Et ensuite on avait un petit groupetto. Voici ce qui s'est passé cette semaine, les rencontres de la semaine. Vous voyez, en fait c'est assez... il y a des rencontres tous les jours. Certaines équipes ont joué 2 matchs, certaines équipes ont joué 3 matchs, certaines équipes ont joué un seul match dans la semaine. Donc c'est toujours un petit peu décalé et pas forcément facile de savoir voilà, quelles sont les meilleures équipes du moment. En tout cas, Washington a joué 3 matchs et a gagné 3 matchs. Donc je vous laisse découvrir. Lundi dernier, donc c'était Washington qui se déplaçait à Las Vegas et qui a gagné. Minnesota se déplaçait à Atlanta et a gagné. Minnesota, une équipe dont on avait parlé. Et c'était le retour de Simon Augustus. On va en reparler un tout petit peu après. New York qui est allé à Chicago et qui a perdu Chicago, donc qui a gagné à la maison face à New York. Washington qui a gagné à la maison face à Indiana. Los Angeles a gagné à la maison face au Mercury de Phoenix, une des équipes dont on va parler aujourd'hui avec Chicago. Seattle a gagné à domicile face à Dallas. Ensuite, vendredi, Minnesota a battu Connecticut. Chicago est allé gagner à Las Vegas de 3 points 87-84. Score, enfin match important. Las Vegas, hein, je vous rappelle, qui est une équipe voilà, qui était deuxième. Atlanta a perdu à domicile face à Indiana. Dallas est allé gagner à Phoenix. Vous voyez, Phoenix qui n'a pas gagné ses matchs. Et ensuite, dimanche, Seattle est allé gagner à New York. Et Washington a gagné à domicile face à Minnesota. Donc 3 victoires pour Washington, qui, vous verrez un petit peu par la suite. Enfin voilà, Washington qui arrive, tout simplement, je vais vous montrer le classement. Tout de suite, j'avais inversé les slides, mais je vais faire celui-là d'abord. Donc Washington, vous voyez, qui a gagné 2 places, qui est passé devant Las Vegas et Connecticut. Los Angeles qui est monté en jouant qu'un seul match. Hein. Los Angeles n'avait eu qu'un match de la semaine, ils l'ont gagné, ils sont passés aussi devant Las Vegas. Donc Las Vegas se retrouve 3ème, Connecticut, bon voilà, reste dans les 2 premiers. Vous voyez, c'est toujours ces 4 équipes-là qui ont, allez, plus de 64% de victoire. Washington qui a quand même fait un gros coup, qui passe à 70% de victoire. Vous voyez, il y a environ 24 matchs de joués pour Washington. En tout, il y a 34 matchs de saison régulière. Il reste une dizaine de matchs. Donc, on en a pour à peu près 3-4 semaines encore. Et donc, vous voyez le classement. Chicago qui est resté 5ème. Et Phoenix qui est descendu de plusieurs places au profit de Minnesota et Seattle, les 2 équipes dont on a parlé la semaine dernière, qui ont retrouvé de la forme, qui ont gagné des matchs. Pour les derniers, Indiana a pris la place de New York, et sinon, les Wings de Dallas et le Dream d'Atlanta sont toujours dans les profondeurs du classement. Je pense que j'ai cité toutes les équipes. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Je vous ai mis quand même des petits points. Bon, Simon Augustus est revenu. Elle était blessée depuis le début de saison, elle est revenue, elle a tout de suite marqué, et en fait, elle est entrée dans le top 12. Elle est devenue 10ème, elle est entrée dans le top 10 même, des meilleures marqueuses en termes de nombre de points cumulés en fait. C'est devenu la 10ème marqueuse la plus prolifique de l'histoire. Je vous laisse découvrir un petit peu. Je vais essayer de grossir ça d'ailleurs. Hop, est-ce que vous voyez mieux? Ce n'est pas évident. Je vais grossir un petit peu le tableau ici. Hein, vous voyez Diana Taurasi, Tina Thompson, Tamika Catchings, Cappie Pondexter, Cathy Smith, la coach de New York, Candace Dupree, Lisa Leslie, Sue Bird, Lauren Jackson et Simon Augustus avec 5844 points. Enfin, c'était en début de semaine depuis, je pense qu'elle a remarqué des points. Autre événement marquant, c'est le record qui a été battu par le Sky de Chicago.
En fait, lors de sa confrontation avec New York, donc c'était à la maison, hein. Vous voyez, c'est toujours inversé. C'est New York à Chicago, hein. C'est toujours dans cet ordre-là. Vous voyez ici là, 92, 101, c'était à Chicago. Et dans le quatrième quart-temps, bah, Chicago a marqué 42 points, record, voilà, record historique en un quart-temps du nombre de points marqués par une équipe WNBA. Et dans ce même match, on l'a publié en long, en large, en travers sur WeBasket TV aussi, vous l'avez sûrement vu sur d'autres médias. Ben, Marine Johannes a encore fait un perfect, c'est-à-dire 100% de réussite, et 100% de réussite pas 1 sur 1, hein, c'est voilà, 6 sur 6 en fait. 2 sur 2 à 2 points et 4 sur 4 à 3 points, tout cela en 15-16 minutes à peu près. Alors, elle joue vraiment pas plus de ce temps de jeu-là. Elle avait joué 20 minutes lors de la réception de Los Angeles, le jour où elle avait déjà fait son premier perfect. Elle avait marqué un peu plus de points, je me rappelle plus le nombre de points, peut-être une vingtaine de points. Là, elle a joué moins, mais en fait, bon, New York, c'est compliqué parce qu'en fait, ils perdent tous leurs matchs. C'est un peu ça. New York n'a gagné qu'un seul match depuis, je pense, les 8 derniers matchs. Depuis que Marine Johannes est arrivée, avec Bria Hartley, New York n'a gagné que un match sur 8, et c'était le match où Marine Johannes avait joué une vingtaine de minutes. Bon, de là, on fait une relation de cause à effet, à dire qu'il faut faire jouer absolument Marine Johannes pour gagner les matchs, c'est pas l'idée, mais c'est assez spécial à New York, elles ont vraiment du mal à gagner des matchs, et puis Marine Johannes, tantôt est parfaite quand elle rentre, ces deux premiers matchs, elle a fait des bonnes statistiques, le troisième match, elle fait un perfect, et elle fait quasiment gagner son équipe, on peut même dire qu'elle fait gagner son équipe. Ensuite, elle fait une série de 4 matchs où elle a un taux de réussite quasiment à 0%. Elle revient avec ce match-là, j'ai pas regardé le tout dernier match, mais voilà, maintenant, elle n'est pas non plus installée dans le 5 titulaire. On ne peut pas dire que vraiment elle est l'occasion de se développer. Moi, j'aimerais vraiment qu'elle joue plus. J'aimerais vraiment qu'on lui donne vraiment une chance. Maintenant, aux États-Unis, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça, qu'il faut faire ses preuves, qu'il y a des personnes en place. Et en parlant de personnes en place, regardez ce qu'a fait Emma Messman. Emma Messman, donc, qui est à Washington, hein, une très forte équipe, hein, menée par Elena Deldon. Il y a aussi Emma Messman quand même dans l'équipe de Washington. Alors ça, pour le coup, Emma Messman, elle est à la fois hyper reconnue en Europe et hyper reconnue aux États-Unis, hein. Et donc elle a mis 25 points, c'est son record de la saison. Au passage, elle a donné 3 passes décisives et elle a fait gagner son équipe. Enfin, pas elle toute seule, bien entendu, parce que c'est une très forte équipe. On en reparlera dans quelques semaines. Donc je vous redonne un petit coup d'œil sur le classement et on va passer à Phoenix. Focus sur Phoenix, une franchise très intéressante avec des fortes joueuses, des très très fortes joueuses, et même une surprise que certains d'entre vous pourront apprécier à sa juste valeur. Phoenix Mercury, grosse franchise de WNBA, triple champion en 2007, 2009 et 2014. L'an dernier, elles ont terminé 5e, avec un pourcentage de victoire à 59%, donc 20 victoires, 14 défaites, éliminées en demi-finale par le futur vainqueur de la compétition, Seattle Storm. Cette saison, c'est 11-12, donc c'est un peu moins de 50% de victoires, 48% pour être exact. Là, effectivement, elles ont eu une mauvaise passe cette semaine, elles étaient mieux classées la semaine dernière. Elles ont terminé 8e. À l'offensive rating, qui est le calcul des points marqués pour 100 possessions, elles sont 2e en fait, 99,5 points marqués pour 100 possessions. Chicago est pas mal non plus, Chicago on en parle juste après. Chicago est à 99,8, seul Washington est devant. 111,5 points pour 100 possessions, marqués pour 100 possessions. Pour vous donner un indicateur, en NBA, les toutes meilleures équipes sont proches de 120, sont à plus de 120 points par possession. Et quand on fait 111,5 points par possession, on est 7 ou 8e meilleure équipe en offensive rating en NBA. Donc voilà, on ne peut pas comparer ce qui est pas. Enfin, en tout cas, le nombre de points par possession, je trouve ça assez intéressant. Les filles, en général, sont plus petites, sont plus loin du panier, il y a des pourcentages de réussite moins élevés proches du panier. Mais par contre, loin du panier, je pense que les pourcentages sont pas mal.
Donc voilà pour la petite comparaison homme-femme. Et c'est pas toujours facile d'en faire, alors on essaie d'en faire. Vous voyez, hein, le 5 majeur, il est là. Le 5 majeur, il est... Oui, bah voilà, ce sont les 5 meilleures marqueuses. On a Brittney Griner, alors on va en parler. Hein. Dewana Bonner, Leilani Mitchell, Brian January, Yvonne Turner. Ça, c'est le 5 majeur. On a quand même aussi Essence Carson qui, qui est 6e femme, mais qui en fait a débuté plus souvent qu'Yvonne Turner. Ensuite, Diana Taurasi qui a fait un match, mais qui a réussi à marquer 16 points en un match. Sancho Little, Camille Little, Sophie Cunningham, Brianna Turner, Alana Smith et Asia Taylor. Allez, je vais parler plus précisément de certaines joueuses sur lesquelles je vais m'attarder. Bien sûr, Brittney Griner. Pour ceux qui ne connaissent pas Brittney Griner, c'est vraiment, on peut dire, la joueuse dominante de WNBA depuis plusieurs années. Elle est pivot, elle a 28 ans, elle mesure 2,06 m, c'est la meilleure contreuse de tous les temps. On peut aller voir toutes les stats possibles et imaginables. C'est elle qui a fait le plus de contres en carrière, c'est elle qui a fait le plus de contres par match, c'est elle qui a fait le plus de contres en un seul match. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, c'est vraiment la meilleure contreuse de WNBA de tous les temps. En moyenne, en carrière, c'est 17 points, c'est 7,3 rebonds, c'est 3 contres. Donc en carrière par match, bien sûr. Cette saison, c'est 19,4 points, elle marque encore plus de points que d'habitude. Elle est première à ce niveau-là, elle devant Elena Deldon de Washington Mystics, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour rappel, c'est 3 Euroleague avec Ekaterinbourg, c'est 3 fois médaillée d'or aux championnats du monde et Jeux olympiques successifs, 2014, 2016, 2018. Dewana Bonner, je passe rapidement... parce que j'ai d'autres choses à dire, mais c'est une joueuse très très forte qu'on connaît un petit peu moins en France. C'est une ailière, elle a 31 ans, elle mesure 1,93 m. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. On va dire pour clôturer la saison. Leilani Mitchell. Un point sur Leilani Mitchell que vous voyez en photo sur la gauche avec le maillot d'Arras, Pays d'Artois Basket. À l'époque où Arras brillait en Coupe d'Europe et aussi en Coupe de France. Leilani Mitchell, c'est une meneuse, elle a 34 ans, elle mesure 1,65 m et elle réalise sa meilleure saison WNBA, la meilleure saison de sa vie. Regardez en moyenne, c'est 6,2 points, 2,9 passes décisives, 2,1 rebonds en carrière. Des stats assez faibles, en tout cas pas des stats de titulaire. Mais cette saison, elle est titulaire, c'est la meneuse titulaire. 13,3 rebonds, 4,3 passes décisives, 13,3 points, 4,3 passes décisives, 4,2 rebonds et 45,8% de réussite à 3 points. C'est la troisième meilleure marqueuse à 3 points en termes de ratio de la WNBA. Cette saison, elle a égalé un record. Alors, il y a plusieurs personnes qui détiennent ce record. C'est le record du nombre de 3 points réussis dans un match. Elle en a réussi 8, et c'était face à Washington. Et c'était il y a 2 semaines, c'était le 30 juillet. Elle est à Phoenix depuis 2017, et comme je vous l'ai dit, elle est passée par Arras pendant 4 saisons, c'était au tout début de sa carrière. Les 4 premières saisons qu'elle a faites en professionnel, elle les a faites à la fois, je pense que c'était à New York à l'époque, elle était au New York Liberty, et à Arras, où elle a donc fait une finale d'Eurocup, et elle a gagné une Coupe de France. Et en tout cas, je crois que son maillot est retiré à Arras d'ailleurs. Le maillot numéro 5, je pense que personne ne peut plus le porter, mais bon, vous allez me dire maintenant à Arras, comme il n'y a plus tellement d'équipes professionnelles, je pense que c'est pas bien grave. Alors, il y a une autre joueuse dont on doit parler, c'est Diana Taurasi, qui, comme vous l'avez vu, a fait un seul match cette saison, puisqu'elle est blessée. Alors, c'était un match d'ailleurs au milieu, elle a commencé blessée, donc elle n'a pas pu jouer, elle a joué un match, et puis je pense qu'elle a dû faire une rechute. Et donc elle est toujours blessée. Il faut quand même faire un point sur cette joueuse, c'est la joueuse la plus prolifique de l'histoire en termes de points. Elle a marqué 8549 points, personne n'a fait mieux pour l'instant en WNBA, puis elle n'a pas encore terminé sa carrière.
Et elle a 15 records. Je suis allé voir un peu les records de WNBA parce que quand on commence à s'attaquer à Brittney Griner et puis Diana Taurasi, il faut aller voir les records. Et il y a 15 records WNBA ou WNBA détenus par Diana Taurasi ou Diana Taurasi. 3 titres de WNBA, bah, c'est les 3 titres avec, avec Phoenix. Et puis 5 Euroleague, 4 avec le Spartak et une Euroleague, la plus récente avec Ekaterinbourg, je pense que c'était il y a 2 saisons. Ou peut-être 4 saisons. Ou 3 saisons. C'était récemment. 7 médailles d'or avec les États-Unis. Elle a disputé, je crois, 8 compétitions, elle en a gagné 7. Compétitions mondiales. Il n'y a qu'en 2006 que les États-Unis n'ont pas gagné. Elles ont uniquement une médaille de bronze. C'est l'Australie qui avait gagné en 2006, mais sinon, ben en fait, voilà, les Olympiades ou les championnats du monde sont toujours gagnés par les États-Unis depuis, voilà, globalement, depuis que Diana Taurasi elle joue. Alors sûrement un petit peu avant aussi. Hein. Donc voilà pour le Phoenix Mercury, une franchise très intéressante. J'ai pas trop cité, mais il y a Sancho Little hein, quand même qui est la pivot emblématique de l'Espagne, qui joue un petit peu moins cette saison, qui semble jouer un petit peu moins. Yvonne Turner, qui est une forte joueuse, qui joue, me semble-t-il, à Sopron. Une franchise très intéressante à découvrir. Elles sont un petit peu descendues au classement, mais ce sera une franchise très forte, surtout si Diana Taurasi revient. Même si elle est un petit peu âgée, tiens, j'ai oublié de mettre son âge et sa taille, etc. Je crois qu'elle a 36 ou 37 ans, Diana Taurasi. Allez, je passe au Chicago Sky, une franchise assez intéressante, qui est moins titrée, hein, qui n'a pas de titre WNBA, qui a perdu une finale en 2014 face justement à Phoenix. L'an dernier, c'était un bilan de 13 victoires pour 21 défaites, 38% de victoires, 10e, pas de playoff. Cette saison, ça va beaucoup mieux. On a 12 victoires, 9 défaites, 57% de victoires, 5e place au classement. Et en plus, bien classé dans pas mal de registres. Donc on voit vraiment, c'est une équipe qui est tout proche d'être dans les tout premiers du classement. C'est l'équipe qui marque le plus de points, enfin la deuxième équipe qui marque le plus de points derrière Washington. Regardez, 81,9 points par match derrière Washington qui en marque 87,9. C'est l'équipe qui se fait le plus de passes décisives derrière Washington. 21,4 passes décisives derrière Washington qui en fait 21,5, donc là c'est quasiment pareil. 44,5% au tir. Deuxième meilleur taux de réussite au tir derrière Washington qui était 46,8. Vous voyez ici, là on voit plus clairement les 5 joueuses du 5 majeur, là c'est le nombre de minutes par match. Diamond DeShields, Ali Kingley, Courtney Vandersloot, Jantel Lavender, Stephanie Dolson. Ensuite, sur le banc, on a Cheyenne Parker, Kalia Cooper, Gabby Williams, Astundur, Jameria Faulkner, Cathy Lou Samuelson, dont je vais te parler un tout petit peu tout à l'heure, et Chloé Jackson. Allez, on va parler des personnalités, et alors pas uniquement des joueuses. Puisque le coach en chef est James Wade qui n'est autre que le mari d'Edwige Lawson, donc qui a joué notamment, hein, qui était joueur en France, hein, il a joué, je crois, il a joué à Cambrai, il a joué aussi dans le sud, voilà, tout près de Montpellier, voilà, il a joué dans plusieurs, voilà, un globe-trotter européen, américain, comme il en existe beaucoup, à l'époque c'était le cas, et il a rencontré Edwige Lawson quand il jouait à Cambrai, quand Edwige Lawson jouait à Valenciennes, c'était, je crois que c'était en 2003-2004 ou quelque chose comme ça. Donc il a 44 ans, il va avoir 44 ans là dans 3 jours. On est le 12 août, dans 3 jours, James Wade aura 44 ans. C'est sa première saison en tant que coach principal. Auparavant, il a été assistant à l'AT Montpellier, il a été assistant à San Antonio. Il n'y a plus de franchise. C'était les Silver Stars, je crois. Il n'y a plus de franchise à San Antonio de WNBA. Il a été assistant à Minnesota et à Ekaterinbourg depuis 2017, donc avec Olaf Lange. Et puis là, cette saison, la saison qui vient de s'écouler, avec Miguel Mendes. Dans ses valises, enfin pas vraiment dans ses valises, mais en tout cas, il a recruté cette saison Johan Cabioche, ou Cabior, en breton c'est Cabior, qui est coordinateur vidéo et qui est coach de National 1, donc qui était au Poinçonnet cette saison et qui va entraîner la glacerie à la rentrée, une fois qu'il aura terminé sa saison WNBA.
Donc très bien d'avoir un Français comme ça, notamment, qui va se former un petit peu aux États-Unis, qui va se frotter notamment à tout ce qui est statistique, vidéo. Je pense que c'est un petit peu ce qu'il y a de mieux. Les Américains sont très très analytiques et c'est très intéressant d'aller se former là-bas. Et en plus, dans une équipe qui fonctionne assez bien, avec un coach qui a au moins une petite sensibilité française. Je ne sais pas s'il a la double nationalité, James Wade, mais en tout cas, voilà, c'est un peu le lien avec la France aussi. Nous avons comme joueuse, alors moi c'est une joueuse qui m'a marqué, je l'ai découverte en toute transparence, je l'ai découverte là il y a 2 ou 3 semaines, puisque c'est la joueuse qui a gagné le skill contest au All-Star Game, donc j'ai pu voir ses vidéos, et c'est vrai que c'est une joueuse très très intéressante, très rapide, athlétique, à droite. Elle s'appelle Diamond DeShields. En fait, je crois qu'on dit sophomore en NBA, peut-être en WNBA aussi, c'est sa 2e saison uniquement en WNBA, et c'est déjà la meilleure marqueuse de l'équipe. Elle est arrière, elle a 24 ans, elle mesure 1m85, donc 2e saison en WNBA. Elle a passé 2 saisons à Çukurova, en Turquie, donc l'équipe qui est vice-championne turque, qu'on retrouvera probablement en Euroleague. Je crois qu'elles ont un tour préliminaire à passer, Çukurova. Ça me surprend, à mon avis, elles sont directement qualifiées. Je vois pas pourquoi le 2e de Turquie serait en tour préliminaire. Ce serait plutôt le 3e de Turquie. En 2018, elle était déjà très forte. Déjà très bonne première saison de rookie, 14,4 points, 4,9 rebonds, 2,2 passes décisives, 28 minutes et demie de temps de jeu. Cette saison, elle est encore un tout petit peu plus forte, elle a encore un tout petit peu plus de temps de jeu, 14,9 points, 5,9 rebonds, 2,4 passes décisives en 29,7 minutes de jeu. Voilà, joueuse vraiment à surveiller, y compris en Europe. Hein, je pense que je ne sais pas si elle sera la saison prochaine à Çukurova, à suivre, mais vraiment joueuse très très agile, rapide, athlétique, qui est la meilleure, je crois, la meilleure marqueuse en contre-attaque de la ligue. Un point sur un couple à la ville et sur le parquet, c'est Courtney Vandersloot et Ali Kingley. Alors c'est marrant parce qu'en plus elles se complètent dans le jeu. Vraiment, on a une meneuse, c'est Courtney Vandersloot, elle a 30 ans, elle mesure 1m73, et une arrière shooteuse, Ali Kingley, 33 ans, 1m78. La première, c'est l'une des meilleures passeuses de la ligue, c'est la meilleure passeuse de la ligue au sens du nombre de passes décisives par match. 8,8, elle est assez largement devant d'ailleurs. Et l'autre, c'est la 2e shooteuse en termes de pourcentage. Je vous avais parlé du pourcentage de Leilani Mitchell qui était à 45,8 points, et on a le pourcentage d'Ali Kingley, qui est à 45,9 points, donc qui est la 2e meilleure shooteuse. Petit aparté, j'en ai pas parlé la dernière fois, mais la meilleure shooteuse en termes de pourcentage, c'est Aisha Clark de Seattle Storm, la joueuse de Lyon Asvel féminin. Petit point. Je reviens donc ici, là, elles ont joué ensemble à Cracovie il y a quelques années, puis ensuite elles ont joué toutes les deux en Turquie, mais Courtney Vandersloot était à Yakindogu et Ali Kingley était à Fenerbahçe. Et puis cette saison, elles ont joué respectivement à Ekaterinbourg pour la meneuse et à Skio pour l'arrière. Je ne sais pas où elles seront l'année prochaine, mais des très bonnes joueuses, alors qu'ils sont toutes les deux hongroises. Elles ont toutes les deux la nationalité hongroise et elles ont toutes les deux joué avec l'équipe de Hongrie. Petit point également, Gabby Williams est dans cette équipe, à suivre. Alors, elle a un peu moins de temps de jeu qu'on aurait pu l'espérer. C'est aussi, je crois, sa deuxième saison de WNBA. Elle est assez récente. Donc, elle est franco-américaine et elle jouera à Montpellier la saison prochaine. Elle était à Gérone la saison dernière. Elle a fait une très très bonne saison à Gérone, championne d'Espagne. Astundur, qui était à Çukurova cette année, MVP de l'Eurobasket, qui n'a pas un énorme temps de jeu. Astundur, elle joue 10 minutes par match à peu près. Gabby Williams, elle est à 16 minutes. Hein. Gabby Williams, elle rentre... C'est un peu la... Allez, elle partage le poste de 6e femme avec Cheyenne Parker et Kalia Cooper. Hop, c'est ici. Et puis Cathy Lou Samuelson, une joueuse dont on a parlé un petit peu en ce début de saison, puisqu'elle a été draftée en 4e position et qu'elle jouera avec les Flammes Carolo Basket la saison prochaine. C'est une shooteuse également.
Mais là, elle est assez peu utilisée. On voit 7,3 minutes par match. Je suis allé voir son pourcentage de réussite à 3 points, mais elle a assez peu de shoot à prendre finalement en un temps de jeu limité. Elle shoot à peu près à 33-34% de réussite. Donc voilà pour l'équipe de Chicago. Là, c'est vraiment des équipes très intéressantes à suivre. Peut-être que parmi ces équipes-là, il y aura un finaliste ou un champion WNBA. C'est jouable. Même si Washington et Connecticut et Las Vegas aussi, hein, c'est les trois équipes qui sont un peu toujours dans les premiers. Même si l'on a vu qu'en fait, quelle est la quatrième équipe qui se mêle à la bagarre? Oui, c'est Los Angeles finalement qui doit être sur un bon run parce qu'elles étaient plutôt en bas du classement en ce début de saison. Donc voilà, hop, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Tiens, je vais récapituler un petit peu les questions, enfin les premières questions que je vous ai posées, et puis je vais en ajouter d'autres. Allez. Comme ça, à la fin de la vidéo, parce que j'ai remarqué quand je pose les questions en cours de route, vous n'avez pas forcément le temps ou c'est pas forcément adéquat d'aller répondre dans les commentaires tout de suite. Si je le mets en fin, ce sera peut-être plus intéressant. Que pensez-vous de cette équipe voilà, de France U20, des moins de 20 ans? Et des joueuses qui la composent, est-ce que vous pensez que certaines joueuses peuvent vraiment devenir des très très bonnes joueuses de Ligue féminine et de l'équipe de France? Pourquoi pas? Il y a de Ligue féminine d'ailleurs, parce qu'il y en a qui sont déjà pas en France, peut-être WNBA, peut-être seront-elles draftées par la suite. Que pensez-vous de l'Italie? Nation à surveiller, pour les gens qui ont suivi la compétition, il y a 2-3 joueuses qui franchement sont très très intéressantes. Ensuite, Phoenix Mercury. Est-ce que vous voyez, où voyez-vous Phoenix Mercury? Ah oui, petite info, il y a eu une bagarre samedi. Et Brittney Griner et Diana Taurasi sont impliquées. Je pense qu'elles vont avoir des suspensions. Brittney Griner, tout le monde a dû se mettre sur elle pour l'arrêter. C'est elle qui avait l'air la plus agressive. Donc je pense que c'est peut-être elle qui prendra le plus de matchs de suspension. Donc ça peut être un vrai problème. Puisque ça peut leur faire perdre quelques matchs. Hein. Si vous perdez votre meilleure joueuse, c'est la joueuse la plus dissuasive à cause des contres. C'est la meilleure marqueuse. Petit aparté, c'est une joueuse qui dunk assez régulièrement en match. Hein. Je crois qu'elle a fait un match il n'y a pas longtemps où elle a fait 2 ou 3 dunks dans le même match. Donc vraiment joueuse dominante. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Phoenix va avoir un problème avec ça, ou est-ce que Phoenix sera dans les playoffs et sera vraiment dangereux? Avec la bonne surprise aussi, le petit plus qu'a apporté Lelani Mitchell, ça peut être décisif, ça peut donner un petit plus. Si Brittney Griner revient assez vite et que Diana Taurasi revient aussi, ça peut être une forte équipe. Et dites-moi ce que vous pensez aussi de Chicago. Chicago qui est une équipe un petit peu particulière. En fait, c'est à peu près la même équipe que l'an dernier, sauf que ils ont changé de coach. Les résultats sont un peu meilleurs. On a une montée en puissance, mais normale, de Diamond de Shields. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de Chicago. Voilà. J'attends vos commentaires. Je regarderai, je répondrai. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'oubliez pas d'aller voir toutes nos vidéos sur www.webasket.tv et aussi quelques articles. D'ailleurs, il y a un article qui a été fait par Noé Barr récemment, justement sur le Chicago Sky. Il y a un petit peu l'histoire. Oui, il y a Bernie Ngoïssa qui est passé par là. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger ma vidéo Joue la comme Proust. C'est une interview que j'ai faite auprès de 5 joueuses de Ligue féminine: Amel Boudera, Alix Duché, Clarence Jaldi Tabdi, Maud Benenou et Pauline Littard. Donc, où je leur ai posé des questions de personnalité, une vidéo très intéressante, super marrante. Il suffit de vous inscrire et vous pouvez, le lien est dans la description, vous pourrez recevoir directement et gratuitement, bien entendu, cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée, des bonnes fins de vacances si vous êtes en vacances, et puis un bel été, quoi qu'il en soit. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao, et vive le basket féminin!